Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous proposer cette nouvelle clé, la 74e, qui s'intitule « Les égrégores, les coulisses de la vie ». Alors, il s'intègre dans plusieurs volets, 4 en l'occurrence, qui fait partie de ce que j'ai intitulé « Les mondes invisibles ». Alors, on va parcourir pendant 4 vidéos ce thème fascinant, passionnant, malheureusement très peu connu, alors que d'où l'importance de cette série de vidéos, c'est qu'il est prépondérant et il régit nos vies. C'est pour ça que j'ai intitulé « Les coulisses du vivant ». Alors, quelle est sa raison d'être? C'est assez simple, c'est de comprendre, littéralement, de comprendre le concept de ce qu'est un égrégore et aussi son champ d'application. Donc de comprendre de manière théorique, mais pas que, surtout de manière pratique, pragmatique, et notamment dans la vie de tous les jours, à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective, à l'échelle d'une région, d'une association, d'un pays, au niveau de la planète, etc. Alors, ça c'est le premier point. Ce qui permet de comprendre les mécanismes va permettre justement que nous ne soyons plus exclusivement, la plupart du temps c'est ce que nous sommes, passifs, mais que, comprenant justement fort de cette connaissance, on va pouvoir peut-être agir à créer ou tout au moins à être acteur de nos vies davantage et en se jouant ou en jouant avec ces leviers, ces dynamiques qu'incarnent les égrégores. Alors, comprendre le fonctionnement sera littéralement ce qu'on va essayer de parcourir, mais avant ça, c'est très important que l'on passe du temps dans la compréhension. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les égrégores, on trouve énormément de choses sur Internet, il y a à boire et à manger, bon, en même temps, ça c'est le propre d'Internet, mais disons que c'est assez confus. C'est assez confus et c'est très difficile à palper. D'accord? Je vais vous donner, entre guillemets, une définition qui n'est pas académique, hein, qui m'appartient, mais pour lequel je pense que elle résume plus ou moins, mais une définition, malheureusement, se limite à elle-même, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir énormément d'exemples de la vie de tous les jours, mais surtout aussi des métaphores, des analogies. Pourquoi? Parce que c'est le propre de la compréhension à travers des visions et notamment les paraboles, etc. Hein. En fait, c'est le propre de la compréhension à travers l'hémisphère droit qui permettent littéralement de mieux se représenter un concept. Il y en a un qui va vibrer pour vous, un autre peut-être moins, etc., etc. Mais le but, j'insiste lourdement, c'est de comprendre, mais pas que passivement, c'est de comprendre le concept concrètement, réellement, de manière pragmatique, de manière opérationnelle dans notre vie de tous les jours. Alors, en guise de plan, il sera assez simple. Aujourd'hui, on va plutôt voir des dimensions relativement terre à terre, hein, plein de métaphores, d'analogies pour que vraiment vous compreniez ce concept. Donc comment dire, une perception terre à terre simplifiée. Vraiment, j'ai essayé de le rendre le plus simple possible. Deuxième vidéo, la semaine prochaine, on verra les analogies avec justement des parallèles avec la technologie dans l'absolu. On ouvrira ces champs de conscience à quelque chose de bien plus large. Alors là, on sera probablement sponsorisé par Aspirine parce qu'on va essayer de partir dans des sphères où ça risque de faire un petit peu mal à la tête pour certains. Bon. Ensuite, troisième vidéo, on verra les références culturelles dans les traditions spirituelles et civilisationnelles depuis la nuit des temps. Ce n'est pas un concept nouveau, c'est un concept qui existe, qui est vieux quelque part comme le monde. Et dernier point, on verra des références scientifiques ou tout au moins qui peuvent s'en rapprocher. Et là, on verra une ouverture et puis surtout une considération transversale avec ce qu'on aura vu au préalable, une sorte de synthèse, mais on ira encore plus loin et avec une vision holistique. Alors, en guise d'intro, déjà, donc, je vais vous définir ce qu'est un égrégore, mais ce qui est intéressant, c'est que donc ce mot réapparaît dans le langage, on va dire en Occident, au milieu du 19e siècle, donc 1857 pour être très précis, c'est avec Victor Hugo, qui est un grand initié d'ailleurs, et qui le
réhabilite en quelque sorte, mais c'est absolument pas, ça n'a pas 150 ans. Hein. C'est bien plus vieux que ça. On le verra notamment avec. Il apparaît également officiellement il y a plus de 2000 ans, hein, 2400 ans, avec notamment le sulfureux livre d'Enoch, sur lequel je parlerai pas mal dans la partie tradition. Pourquoi? Eh bien parce que est évoqué ce terme d'égrégore, mais au-delà le concept, et c'est les mystères de la vie qui sont expliqués à Enoch, qui fait une sorte de transe, de voyage astral, de sortie de corps, etc., etc., et pour lequel il lui montrait, il lui enseignait les mystères de l'univers, et notamment à travers la bibliothèque universelle, c'est-à-dire Akasha, les champs morphiques, l'inconscient collectif. Et c'est un livre, quand je dis sulfureux, qui faisait partie des canons, hein, du judaïsme, de la chrétienté et de l'islam. Aujourd'hui, il est banni par les institutions juives, le Vatican, et figure encore pour l'Église chrétienne éthiopienne et également en islam. Alors, on verra de quoi il en est question. Donc, tout ça pour dire que la référence, elle est beaucoup plus lointaine que à peine 200 ans. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ensuite, une chose intéressante, en fait, son étymologie, en fait, elle est double. Elle vient à la fois du grec, mais il y a aussi un pendant en latin. Et je vais vous dire pourquoi c'est intéressant. En grec, en fait, ça vient de egrégora, qui veut dire alors faire lever, ou bien ça veut dire réveiller ou éveiller. D'accord? Donc, les égrégores, implicitement, ont une vocation à éveiller l'individu, les individus, les actions, les réactions, etc. Donc ça, c'est le propre des égrégores. Version, on va dire, grecque. En latin, ce qui est assez intéressant, c'est que egregius, en fait, ça veut dire choix, ok, choisi, élu. Alors, il y a déjà des choses déjà intéressantes là-dedans. Ça veut dire que ce serait, en quelque sorte, soit les élus, entre guillemets, mais j'entends quelque chose à une sphère bien plus supérieure, et notamment les anges déchus, etc., etc., et où le corpus, on va dire, initial, hein, je reviendrai plus tard sur cette idée, mais être choisi, mais aussi, peut-être aussi à la référence avec quelque chose de plus poussé, avec notamment les mythes babyloniens, même avant ça, sumériens, les Anunnaki, hein, Anu, etc., etc. Alors, ça, c'est intéressant aussi parce que ça va au-delà. Ça va aussi dans cette notion de hors du troupeau. Donc, pourquoi je dis que c'est intéressant? Pourquoi ça me met la puce à l'oreille? Parce qu'en fait, la perception latine, eh bien, hors du troupeau, sous-entendrait que grâce aux égrégores, eh bien, vous n'êtes plus, si vous en êtes conscient, vous n'êtes plus c'est pas que vous n'êtes plus coacteur, c'est-à-dire que vous n'êtes plus, vous n'êtes plus spectateur en fait. Vous n'êtes plus emporté par les vagues, on va dire les vagues de la pensée collective qui vous absorbe et qui fait que, on en revient à ce que j'ai essayé de soulever pas mal de fois. Est-ce que je suis est-ce que ma pensée est mienne ou elle est juste le façonnement de ce que les autres ont voulu de moi, à savoir mon éducation parentale, ma culture, ma langue, ma religion, mon rejet, etc. Enfin, de tout ça, la société, le genre humain, hein, notre époque, etc., a fait que m'a façonné, enfin, nous a façonné individuellement, a fait que ça a créé un ego. Et est-ce que je suis littéralement ce que je pense? Le véritable je suis, l'essence première. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas du tout pinaillé pour l'étymologie. Je pense que c'est très intéressant et on reviendra à des considérations beaucoup plus poussées dans le futur. Alors, je vais peut-être choquer certains, mais en fait, la définition d'égrégore, et je vais vous la donner, hein, j'y arrive, en fait, paradoxalement, elle est évolutive. En fait, elle est évolutive. Pourquoi? Parce que initialement, pour les mystiques, on va dire puristes, un égrégore ne peut pas changer ni évoluer. Il est divin, il est de source divine. Bon, ok, si les croyants pensent, que tout est divin. Donc bon, là-dessus, à la limite, ça ne contredit pas cette idée. Mais en fait, définition évolutive, parce que aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, et l'égrégore, rien que la forme pensée de l'égrégore, a évolué avec le temps. C'est-à-dire aujourd'hui, ceux qui connaissent ce concept d'égrégore, eh bien à 99%, ils vous diront que ce sont des formes pensées qui évoluent,
qui peuvent être, qui sont à disposition, qui se créent tous les jours, qui se modifient, etc., etc. Donc rien que son concept, d'accord, sa définition a évolué avec le temps. Donc c'est un concept, une conceptualisation évolutive, et donc une matérialisation évolutive également avec des actions évolutives. Ok ? Et on va le voir dans ce sens, parce qu'au début, c'est une définition, on va dire que c'est une énergie et qui évolue pour se matérialiser. D'accord ? De l'informe, de l'information informelle, informationnelle, ok, à la forme, c'est-à-dire la matière, la densité, notre réalité ou illusion de réalité. Je reviendrai bien sûr là-dessus. Alors, une définition, si j'avais à vous donner une très simple, les égrégores sont des formes pensées, d'accord ? C'est-à-dire que elles sont alimentées par les individus, ayant une rétrocausalité, c'est-à-dire qu'il y a un effet boomerang, dans le sens où les égrégores sont nourris par le genre humain, de par leur manière de penser, on va dire au niveau de l'intellect, des idées, mais également émotionnellement, affectivement, etc. Ce sont des énergies. Donc ça va nourrir l'égrégore, et en retour, effet de rétrocausalité et amplificatoire, c'est-à-dire qu'elles vont à nouveau alimenter les individus. Ceux qui ont émis ça, donc ça va encore plus les gargariser ou les renforcer dans leurs croyances, etc. Et ça va aussi influencer d'autres qui étaient neutres ou qui n'avaient pas forcément alimenté ou nourri ces formes pensées. Donc j'insiste, ce sont des formes pensées qui sont alimentées par le genre humain, et en retour, ces formes pensées alimentent le genre humain de ceux qui émettent ou ceux qui reçoivent. C'est dans les deux sens. C'est vraiment ce qu'on appelle la résonance, hein, ce qui est en haut et comme ce qui est en haut et comme celui qui, on va y arriver, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et inversement, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est-à-dire que on a un effet comme ça, un effet papillon, un effet amplificatoire, un peu comme une respiration. Alors, bien entendu, et je la répéterai assez souvent, c'est un petit peu cette notion de réciprocité, de fait la poule. C'est-à-dire, est-ce que c'est les individus qui ont créé les égrégores? Est-ce que c'est les égrégores qui, façonnant l'individu, le permettent d'évoluer? Et ainsi, en retour, ils sont eux-mêmes évolutifs? Eh bien, peut-être que c'est les deux à la fois. Mais très fort probablement qu'il est bon de penser que il y a peut-être eu un œuf avant l'œuf cosmique, l'œuf de la création, en référence au mystère de l'Égypte, mais également à d'autres tels que le zoroastrisme, etc., etc. Alors, pour la faire plus simple, il s'agit de pensées collectives. Les égrégores sont des pensées collectives. Lorsque plusieurs personnes, dès lors qu'ils sont au minimum de 2, se focalisent sur un objet, sur une pensée, sur une émotion, etc., etc. Et de ce fait, ils vont en fait densifier cette forme pensée pour la rendre matérielle, c'est-à-dire elle aura un effet dans la matière en la matérialisant, et ils développent ainsi une énergie commune. Donc en fait c'est une sorte d'activation, c'est une activation avec des effets sur les autres, assez simplement. Alors, on va utiliser un petit peu dans le vocable de ces différentes vidéos, donc évidemment le terme égrégore, le terme archétype, qui est emprunté à la même période que Victor Hugo, au milieu du 19e siècle, c'est de Carl Jung. Bon, cela étant, c'est pareil, on lui attribue le terme synchronicité. Les synchronicités sont connues depuis la nuit des temps. C'est lui qui a mis une dénomination, mais c'est pas l'inventeur du concept, ni celui qui l'a découvert, bien entendu. Alors, à la limite, peu importe. Donc les archétypes, c'est un petit peu différent. Les archétypes, ce sont plutôt des sortes de jeux de rôle comportementaux. La femme battue, l'homme trompé, etc. L'archétype, je sais pas moi, du vilain petit canard, etc., etc. Enfin, ça c'est encore autre chose. On ira aussi dans d'autres dimensions, c'est-à-dire un peu plus poussées, tout ce qui est golem, également, on fera une allusion aux archontes, au monde des idées, à la kasha, à l'inconscient collectif, au monde des idées de Platon, au champ morphique, morphopsychologique, etc., etc. Et sans tout mélanger, parce qu'on va essayer vraiment d'y aller crescendo, et puis aussi avec une certaine profondeur. Enfin, on va essayer. Alors, voyons quelques considérations assez simplifiées et terre à terre pour qu'elles soient plus accessibles à la plupart d'entre vous. Alors, moi je visualise tout le temps les formes pensées, les égrégores, eh bien,
un petit peu comme si le fait que nous pensions, nous émettions des émotions, d'où la clé précédente sur les énergies. Je ne vais pas répéter exactement tout ce qu'on a dit, mais les énergies, c'était quand je vous expliquais que il suffit que vous mettiez un encéphalogramme sur votre tête et on va mesurer en hertz l'énergie cérébrale, d'accord, et de même pour les émotions, etc., etc. Donc c'est limite palpable, tangible, alors pas visible à l'œil nu non plus, mais disons qu'il y a une substance énergétique, d'accord. Donc que ce soit de l'émotion, émotion est égale mc2, l'énergie égale la masse multipliée par la célérité de la lumière, au carré, ça c'est Einstein, oui, ou point carré, peu importe. Donc, c'est un petit peu comme si, dès qu'on pensait à quelque chose, ou qu'on avait une émotion positive, négative, eh bien, j'émettrais en quelque sorte comme des petites gouttelettes, ou une gouttelette. Ce serait pour moi une gouttelette, d'accord? Si d'aventure, cette petite gouttelette commence à s'évaporer, eh bien, elle pourrait se relier à des gens qui auraient les mêmes considérations que moi, positives ou négatives, ok? Donc, mon voisin pense la même chose que moi, soit parce qu'on a échangé, soit parce que je l'ai convaincu, soit parce que rien à voir, mais il lit les mêmes ouvrages, il regarde les mêmes sites, etc., etc. Donc bon, on est comme ça, plusieurs, à penser la même chose. Ok. Et petit à petit, eh bien, ces petites gouttelettes vont se condenser, quitte jusqu'à faire un nuage. Et ce nuage, eh bien, c'est une métaphore bien entendu. Ce nuage, eh bien, il va se condenser tellement fortement, eh bien, qu'il va à un moment prendre effet dans la matière. Il est limite intangible. Bon, c'est mesurable, un nuage, je suis bien d'accord, mais disons que vous pouvez mettre des coups de poing dans un nuage, vous n'aurez aucun effet. Mais bon, à un moment, il va grossir, il va se densifier, si bien que ça va tomber en pluie. Et la pluie, elle est beaucoup plus tangible et palpable. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est qu'en fait, ça a été nourri individuellement par le tout, par les individus, qui, en retour, il y a eu un effet où ce nuage de condensation, eh bien, a pris matérialité sur Terre à travers la pluie, et touchant d'autres personnes qui n'étaient pas nécessairement dans ce processus, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas forcément réfléchi à ceci ou cela. Alors, continuons. C'est en fait, si vous voulez, si je devais vraiment simplifier, c'est vraiment l'informe qui a à la base une teneur énergétique, informationnelle, j'insiste, informationnelle, pardon, et informe, qui n'a pas de forme, littéralement, et qui est de l'information pure, de la data, de la donnée, et qui, progressivement, dans sa densité, eh bien, va créer un effet dans l'action, dans la matière, dans notre forme de réalité. C'est ça un peu l'idée sous-jacente à travers. Et en retour, par le mimétisme, et il va encore avoir un deuxième effet domino, boule de neige, de réciprocité, comme vous voulez. Alors, je pourrais prendre un autre exemple, les égrégores. En fait, quand je dis que c'est la partie invisible du monde, eh bien, c'est en gros, c'est comme si c'était le scénario du film. C'est comme si c'était toute l'orchestration que vous ne voyez pas. Le mec qui s'occupe des costumes, le mec qui s'occupe du son, le mec qui s'occupe, enfin les équipes qui s'occupent de la lumière, etc. On se rend pas compte. Un film, c'est d'1h30, c'est 2 ans de boulot. Donc, et ça demande une batterie de personnes, c'est extraordinaire. Donc, c'est ça en fait l'idée. C'est de se dire que les égrégores, eh bien, c'est un peu la régie. C'est un peu les coulisses, c'est un peu tout ce qui est, c'est l'orchestration. Okay, c'est un peu comme si, pour avoir fait justement le système électrique chez nous à l'époque, dans la maison secondaire de mon père en 1994, eh bien, mon père étant scientifique et autres, et puis manuel aussi, eh bien, j'étais admiratif en fait de voir le câblage qu'il y a à l'intérieur en fait, de manière dissimulée et cachée dans une maison. On se rend pas compte en fait. Et dès lors que après vous appuyez sur juste un bouton, et bien vous vous dites en fait oui, on voit pas tout ce câblage, mais il est là, sinon eh bien on n'aurait pas cette électricité. Je sais que c'est évident ce que je dis, mais c'est du même ordre, même métaphore que tout ce qui est canalisation. On pense très rarement, mais sans les égouts et tout, ce serait une puanteur atroce. J'étais encore il y a quelques semaines à Paris, et à chaque fois je me délecte de marcher dans certains quartiers que j'adore. Et je me dis, mais ouais, là, en fait, je ressens, et je me dis, là, c'était des odeurs puanteurs avant Haussmann, etc., il y a 200 ans. Et je vous dis pas les rats crevés, je vous dis, bon, il y en a encore, pareil, mais les canalisations, on se rend pas compte à quel point c'est important. Eh bien, c'est pareil. Les égrégores, c'est vraiment c'est la régie, j'insiste lourdement, de nos vies. Alors, allons un peu plus loin, et encore une fois, si vous n'avez pas encore tout à fait saisi, on va y aller progressivement. C'est pas le biais de ces métaphores qu'on va y parvenir.
En fait, c'est un petit peu comme si vous aviez les égrégores, c'est comme si vous aviez à disposition le nombre de lettres de l'alphabet, enfin je veux dire en français, il évolue pas, et il évoluera pas. J'apprends le turc, oui, il y a des lettres qui n'existent pas, vous en avez aussi comme ça dans d'autres langues, slaves notamment, etc., etc. Bon, on part du principe qu'en français, eh bien, il n'y a pas, il y a un nombre de lettres défini, d'accord? Ensuite, l'assemblage fait que vous allez avoir des mots. Alors, rien qu'avec ces combinaisons-là, vous allez obtenir des nouveaux mots, qui s'appellent des néologismes, ça vous est libre à vous de les créer, et si tant est que les autres les comprennent et surtout que vous aviez, vous l'avez expliqué au préalable, sinon on pensera que vous faites une erreur, eh bien, c'est un peu cette idée, c'est-à-dire qu'avec tout l'assemblage de lettres, vous allez créer des mots, et grâce à n'importe quel assemblage, des combinaisons de mots, vous allez faire des phrases, des chapitres, et des thèses, des livres, etc., etc. Je pense que vous aurez saisi. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que il semblerait, initialement, que le nombre d'égrégores soit prédéfini. Je pense à titre personnel, qu'étant donné que c'est un concept évolutif, car le vivant s'expérimente à travers nous, le vivant, s'il est vivant, Dieu, oui, on l'a vu dans la clé sur Dieu, eh bien, il est évolutif également. Eh bien, le concept des égrégores, à mon sens, à titre personnel, je pense que c'est le même principe. C'est-à-dire que, oui, il y a des nouveaux égrégores qui sont créés régulièrement, et des perceptions qui évoluent avec le temps. Et donc, c'est aussi comme s'ils avaient une forme de vie à elles-mêmes. C'est ça qui est intéressant, en fait, et on va le voir. Prenons un autre exemple, les égrégores seraient un petit peu comme... pour ceux qui connaissent un peu le droit, pour avoir étudié entre autres le droit international et notamment anglo-saxon, eh bien vous avez un système de lois. Donc évidemment qu'en coulisses, les autorités, les gouvernements, etc., votent les lois, les promulguent, etc., etc. Bon bref. Après, il y a toujours des manquements. Et pour être depuis plus d'1 an en Turquie et encore 1 an, eh bien je sais ce que c'est. Et les notions de loi, eh bien font que parfois, il y a des choses qui n'ont pas été criblées. Et ce qui est logique en soi. Donc il y a ce qu'on appelle des jurisprudences, ce sont des cas pratiques, ce sont des cas pratiques, des cas d'exception en fait. Eh bien, il semblerait que dans les égrégores, ce soit également comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le genre humain étant tellement changeant, il est certes influencé, mais en fonction aussi de l'état d'ici et maintenant, les couleurs évoluent, si vous comprenez la métaphore. Alors, soyons encore plus terre à terre. C'est très similaire quand même l'égrégore, c'est comme un peu des jeux de rôle, mais à l'échelle d'un collectif. D'accord, c'est un peu comme un archétype, mais à l'échelle collective. Alors, c'est un petit peu aussi comme si vous aviez, je reprends, un jeu de cartes, de tarot, les arcanes, etc. Et puis, en fonction du tirage, eh bien, ça fait des combinaisons complètement différentes avec un effet différent. Prenons un autre exemple. Vous avez dans un repas de famille, il y a toujours ces espèces de trucs qui l'égrégore du mec bourré, le mec qui raconte des histoires graveleuses, le gros lourd, les engueulades politiques, etc. Enfin, j'en passe des meilleurs. Le passif, celui qui est bon public, etc., etc. Bon, bref. C'est un peu comme si, alors, grosse métaphore bien terre à terre, dans le foot. C'est pareil, en fait, le foot, on le verra sur deux aspects. C'est un peu comme si chacun avait ses positions, c'est-à-dire, le gardien de but, en général, ne met pas beaucoup de buts, ça arrive, mais c'est très rare, et ainsi de suite. En fait, chacun, le défenseur, il défend, et ainsi de suite, celui qui est censé marquer, il marque. Il arrive que des défenseurs marquent quand même. Donc, en fait, tout le monde a ses positions, mais là où je voulais en venir, c'est que l'égrégore, on le verra, c'est l'un des premiers d'ailleurs exemples que je vous donnerai terre à terre, l'égrégore du sport, l'égrégore du football, il existe. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand vous avez une finale, quand vous avez l'équivalent de peut-être 6 milliards d'yeux qui regardent la finale de la Coupe du Monde, à supporter telle ou telle équipe, eh bien, c'est pour ça qu'on dit, en général, quand on joue à domicile, on est supporté par son équipe, donc on est porté par les cris, par les encouragements, etc., etc. Mais en parallèle, donc ça, on va dire que c'est plus physique, c'est logique, enfin entre guillemets logique, mais aussi il y a aussi énergétiquement, si je suis convaincu que l'égrégore football, au moment où par exemple la France est en finale de la Coupe du Monde 2018, eh bien, si plein de gens, et c'est ce qui arrive très souvent en Coupe de France, quand un petit poussé, comme la Croatie arrive en finale, moi je suis persuadé qu'il y avait plus de gens peut-être qui supportaient la Croatie. Donc énergétiquement, elle était plus gorgée, elle était plus soulevée, et l'égrégore, etc., etc. Bon, bref. Il y a une notion en fait dans les égrégores
de vie par procuration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, c'est un peu comme un vieux dans une maison de retraite et puis il a une école en bas et puis il regarde les gamins, etc. Il voit les habitudes des gens, etc., etc. Et parce qu'il n'a pas de vie, etc. Je se réfère à la superbe chanson de Goldman, Vie sa vie par procuration. En fait, les égrégores, si tant est que ce soit des énergies, et ça c'est quelque chose qu'on soulèvera plus tard dans le futur, est-ce qu'elles ont leur propre autonomie? Est-ce qu'elles ont leur propre état d'âme en quelque sorte? Oui, non. Alors, si vous voulez, pour qu'on comprenne bien, je ferai un parallèle tout à l'heure avec notamment le tantrisme. C'est un petit peu comme si, dans une maison de retraite, eh bien, vous avez plus de vie, donc vous viviez par procuration. Et en fait, quand je dis ils se nourrissent, les égrégores, encore une fois, ce n'est pas des personnes. Hein, ce serait un petit peu comme, il faut en penser, j'insiste lourdement, mais certaines positives et certaines négatives. Et les concepts d'anges, d'archontes, etc., sont très certainement et fort probablement des petits dieux, pour certains conceptuellement, qui ne sont autres, qui ne sont que des ramifications énergétiques, et qui se serviraient, qui se nourriraient, pardon, pour moi, excusez-moi, qui se nourriraient en fait des hommes. En fait, un peu comme des piles, ils pomperaient, ils suceraient leur énergie en quelque sorte. C'est le principe des implants, etc. Et puis vous comprendrez pourquoi on viendra dans le 4e volet le mois prochain sur les extraterrestres. Il y aura forcément une notion d'archonte, de petits dieux, etc., etc., qui ont été perçus comme des dieux absolus, alors qu'ils étaient peut-être autres que des formes pensées, peut-être des égrégores, etc., etc. Alors, je vais vous donner un truc un peu plus simple aussi. C'est les images et les icônes. Ce sont des égrégores. Je vais vous en donner un. Jeanne d'Arc, ok. C'est selon l'arbre généalogique ma grande tante, notre grande tante. Bon, certes, elle n'a pas eu de descendance, mais son cousin, c'était Jacques d'Arc, et c'était notre arrière-grand-père. Mais ce qui est logique, mes grands-parents habitant à 6 km et demi d'Aurémy-la-Pucelle, où elle est née. Et bon, bref, petit aparté. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, Jeanne d'Arc, elle incarne véritablement la Valkyrie, c'est-à-dire c'est quoi? C'est chez les peuples vikings de cette femme avec beaucoup de courage, etc., etc. D'intuition, enfin passons le truc, mais c'est une image qui a été récupérée par un mouvement politique. Et je fais pas politique en disant ça. Souvenez-vous, dans les années 90, Jeanne d'Arc, c'est CFN. C'est un peu comme si ils avaient pris en otage et ils l'avaient accaparé, ok? Bon, c'est un peu limitatif, mais ça a été comme ça. Du même ordre, si vous regardez l'égrégore même du drapeau français, eh bien, il a fallu véritablement, et moi je me souviens, quand vous allez au Portugal, vous avez des drapeaux portugais partout, les gens sont assez chauvins, en Turquie, j'en parle même pas, en Chine, c'est partout, en Israël c'est partout, enfin il y a plein de pays qui sont chauvins, patriotiques, peu importe comme... Et en France, ça a toujours été mal vu, ça a toujours été justement, du même ordre que Jeanne d'Arc, connoté facho, nationaliste, etc., etc., etc. Alors qu'à partir de la Coupe du Monde 98, eh bien, ça a été mieux intégré. L'égrégore du drapeau allemand, c'était pareil. Il a fallu attendre la Coupe du Monde 90 et encore, c'était plus pour la réunification. Mais quand ils ont gagné la Coupe du Monde en 2014, où vraiment il y a eu une ferveur, etc. Eh bien là, ils avaient, parce qu'ils ont tellement eu, à travailler sur l'égrégore nazi, sur l'égrégore de l'histoire pour le nettoyer, que c'est encore dans leur mémoire. J'ai beaucoup de collègues, j'ai travaillé pendant des années, je travaille encore avec des clients allemands, je suis allé il y a quelques semaines. Eh bien, ils le disent, ils le portent tout le temps, alors que bon, les jeunes qui ont mon âge n'ont absolument rien fait, et puis c'était pas tout le peuple allemand non plus. Alors justement, je vais faire un lien. Prenons l'exemple d'Hitler. Et Hitler, on peut dire qu'il a nourri un égrégore, et il s'en est nourri. C'est-à-dire qu'en fait, Hitler, il y a tout un occultisme sur le nazisme. Ils ont réutilisé l'égrégore de la svastika, par exemple, la croix gammée, qui est à la base un symbole de pureté, mais plutôt dans le sens d'harmonie. C'est pas un truc négatif, sanguinaire, de torture, de toutes les horreurs et les immondismes qui ont été faits dans les camps.
Eh bien, quand je vis à Bali, mes voisins, je vois des croix gammées un peu partout, et c'est pas des nazis, c'est des hindous, donc voilà, c'est un signe religieux hindou et surtout plutôt de bon augure à la base. Mais si le genre humain, à cause d'Hitler, si vous faites un sondage, à part les hindous qui le connaissent, mais les hindous, il y en a combien dans le monde? Il y en a à peu près 900 millions, et 1 milliard, on va dire. Le reste de l'humanité, sur les 8 milliards, il y en a à peu près 7 qui vont vous dire, bon, sauf ceux qui ne connaissent pas, mais il y en a 7 qui vont vous dire c'est un truc négatif, nazi. Alors que pas du tout, à la base. Donc c'est un égrégore qui a été transmuté, mais dans le mauvais sens du terme. Il a été dépravé plutôt que transmuté, excusez-moi. Il a été dénaturé, dépravé. Alors, du même ordre que quand il faisait ça, Hitler, la plupart du temps, les gens le faisaient ça et lui il faisait ça, en fait, il récupérait l'énergie des gens. Donc il a créé cet égrégore, mais l'antisémitisme, c'est pas Hitler qui l'a créé. Hein. L'antisémitisme, il est malheureusement présent depuis le fait que certains se soient focalisés sur la crucifixion, j'ai du mal aujourd'hui, de Jésus. Bon, accessoirement, Jésus était juif, donc c'est un peu un non-sens, mais bon, que voulez-vous. Et puis après, ça a été pendant toute l'histoire, ça a été des pogroms systématiques dans plein de pays du monde, que ce soit en Europe, que ce soit en Europe plus de l'Est, beaucoup moins étrangement dans les pays musulmans. Hein. Il y a toujours une bonne fraternité. À l'époque, j'entends, avant les problèmes du conflit israélo-palestinien, mais qui est très récent, hein, on va dire 1948. Bref, tout ça pour dire que, l'antisémitisme, pareil, est un égrégore qui a été réutilisé, mais Hitler, en quelque sorte, incarne, celui qui mène dans la matérialisation, mais en gros, c'est un peu... D'ailleurs, il s'est entretenu à l'époque, c'était pas l'ONU, c'était la NSA, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était la Société des Nations, mise en place par Wilson. Et en fait, il était allé voir, il avait les camps de concentration, en disant voilà, on les a parqués, on les a mis hors d'atteinte selon ses visions, bien entendu. Hein, je suis pas en train de dire que je copte, loin de là, ça va de soi. Et c'est là où la solution finale a été mise en place en 1942, et il est allé parler justement de ce qu'il considérait comme le problème juif, et il voulait, il y a eu des théories pour les mettre en Afrique, pour les mettre dans différents pays du monde, aux États-Unis, etc., etc. Tout le monde a refusé, et donc du coup, il s'est livré à un massacre sans précédent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'antisémitisme, il était partout. Je vous dis, en France, c'est là où il y a le plus de dénonciations. Il était en Italie, il était dans quasiment tous les pays du monde. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on en est vraiment dans cet exemple de créer un égrégore, puis ensuite c'est l'égrégore qui s'auto-maintient, il met en place des gens, il les fait se gargariser, et puis avoir plus de rayonnement pour rallier d'autres gens à leur cause, en quelque sorte. Alors, différents exemples, je vous ai dit l'exemple du foot, un club, le COP, les ultras, etc., etc. L'argent est un gros égrégore, c'est un égrégore énergétique extrêmement important. Le système économico-financier est un égrégore, c'est-à-dire c'est un Frankenstein. Pour donner des cours justement de finance dans des Master 2, comme je dis assez souvent, des MBA, je leur explique, j'essaie de leur expliquer le système, mais en fait il est en roue libre. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas Monsieur Système, bonjour, vous êtes Monsieur Système, non, il n'existe pas. Sauf que c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est que ce sont les multinationales, mais c'est qui les multinationales? Il n'y a pas Monsieur Total, Monsieur BP, ainsi de suite. Ce sont des actionnaires, mais aveugles en quelque sorte. Ils ont des parts dans les sociétés, mais même le PDG, la plupart du temps, pour avoir travaillé dans une grosse multinationale, numéro 3 de la grande distribution mondiale, tous les PDG ont été virés à tour de bras en fait. Dès que les chiffres sont pas là, boum, on en a des gain, et puis voilà, ça rassure les marchés, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus d'intelligence humaine, en fait. Il n'y a plus d'analyse humaine. Il n'y a plus de... quand je dis c'est en roue libre, ça c'est vraiment, ça a été le libéralisme à outrance
qui lisait Coran Apocalypse, la levée des voiles quand les masques tombent. J'ai écrit en mars 2020, donc pendant le début de la pandémie. Et je réexplique les tenants et les aboutissants. C'est la maladie de la globalisation, mais elle date pas d'hier. Hein. Elle date, le gros lâchage des vannes, c'est début des années 80. Thatcher, Reagan, etc., etc. Bon, bref. Donc, Monsieur Système, il n'existe pas. C'est juste, en fait, c'est ça qui est incroyable et limite incompréhensible. Mais c'est ce que je vous disais avec la notion de loi, etc. Pour avoir vécu ici un emprisonnement à cause de loi. Par rapport à un truc mais complètement débile administratif, où tout le monde vous dit, si vous en parlez, même à des juges, etc., ils vous disent « Ah oui, en effet, c'est ridicule ». Et toutes les institutions, que ce soit françaises, turques, etc., tout le monde sont d'accord pour dire que c'est débile, mais on est prisonnier d'un système. Et c'est absolument pas raisonné, en fait. Et ça, c'est un égrégore. C'est un égrégore, en fait, d'un système, que ce soit juridique, financier et autres, en fait, qui, au bout d'un moment, plutôt que de nous servir, il nous dessert, et comme le Frankenstein, eh bien, on en est sa victime. La religion est un égrégore énergétique. Si vous dites que l'islam c'est 1,5 milliard, la chrétienté c'est 2,2. Alors on va dire que la chrétienté n'est pas complètement unie parce qu'il y a les orthodoxes, les catholiques, etc., les protestants et d'autres. Eh bien, à l'intérieur, vous avez les baptistes, les pentecôtistes, etc., plein de ramifications, mais en même temps au niveau de l'islam également. En fait, on peut dire que l'égrégore du christianisme ou l'égrégore de l'islam ou du judaïsme sont plus ou moins forts aussi en fonction du nombre de personnes et de l'intensité des gens qui ont dit y croire. Du même ordre qu'une prière. Une prière, l'une des plus grands mantras les plus importants, c'est Om, qui est récité. Pourquoi? Parce qu'on le récite dans la même langue. Que vous soyez bouddhiste ou autre, même si vous faites de la méditation, eh bien, c'est perpétré dans le temps depuis longtemps. C'est ancré en fait. C'est un peu comme un building. Quand vous avez des buildings de 100 mètres, souvent vous avez quasiment 30 à 40 de profondeur. D'accord? C'est un corpus. C'est ça un égrégore en fait, qui fait que c'est encore plus solide et important. Du même ordre que le mot Dieu, chez les catholiques est peut-être moins fort en énergie. Pourquoi? Parce qu'il diffère. God, etc. Deus en portugais, ou Dios, etc., etc. Donc à chaque fois, c'est pas le même son non plus. Même si c'est le même concept, c'est pas le même son. Tandis que chez les musulmans, eh bien Allah, ça reste toujours Allah. D'accord? Et que vous soyez indonésien, et donc ils parlent pas arabe, en Indonésie, en Turquie ils parlent pas arabe, eh bien c'est toujours le même son. Qui est une énergie, encore une vibration. Ça, c'est des égrégores en fait. Autre exemple, l'amour. L'amour impossible, par exemple. L'amour, Roméo et Juliette. Alors, vous allez me dire, c'est un archétype, oui. Mais après, ça devient un égrégore. Parce qu'en fait, il est gorgé. Et je pense pas que Roméo et Juliette aient vécu. Mais des exemples comme tels, il y a dû en avoir pas mal. Donc, ça crée en fait comme l'association des Roméo et Juliette du monde entier depuis la nuit des temps. Si je fais le lien entre l'amour, le sexe, je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est important. Dans le tantrisme, donc c'est pas que ça se limite pas qu'au sexe bien entendu, mais en fait dans cette vision et notamment si on va plus loin aussi dans certaines visions de l'hindouisme, eh bien les dieux, donc certaines énergies, les égrégores, se nourrissent. En fait, ils sont un peu voyeurs à leurs heures, et en quelque sorte c'est comme s'ils se nourrissaient des orgasmes du genre humain en fait. Donc on en revient à cette notion. Est-ce que les égrégores n'ont pas vocation à influencer les humains pour justement qu'ils puisent des énergies et qu'ils puissent vivre d'émotions parce que les égrégores à proprement parler n'en auraient pas. Du même ordre que ce qui est considéré les dieux du panthéon des 33 333 chez les hindous, etc., qui sont des ramifications de Brahma, mais certes, mais en gros, ils vivent par procuration. Ça, c'est intéressant. Le symbolisme du serpent. Le serpent, il est double polarité d'égrégore, c'est-à-dire que du même ordre que l'argent, mais double polarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serpent, c'est la connaissance, c'est le mal, c'est le bien, ça dépend en fait des perceptions. Soit on y voit le jardin d'Éden, la pomme de la connaissance ou la punition, ça dépend de votre perception. Soit vous voyez l'activation de la Kundalini, soit vous voyez le côté reptilien, c'est-à-dire reptilien, c'est ce qui nous reste des reptiles, c'est-à-dire entre guillemets de notre évolution avec
Le cerveau reptilien, c'est ce qui fait que si, je sais pas, j'ai un lion qui arrive, qui me course, eh bien, je vais courir beaucoup plus vite que d'habitude, hein, parce que c'est mon stress qui va c'est l'instinct de survie en quelque sorte. Bref, allons plus loin. C'est pareil. Le mal, et on l'a vu notamment dans ce que j'ai pu dans la clé sur le mal. Je vais pas répéter tout ça, mais le mal, c'est un concept, c'est un égrégore évolutif. Et très intéressant parce que, je vous ai dit, le diable, ça veut dire diviser. Donc diviser pour mieux régner, c'est aussi l'ennemi, c'est également l'accusateur, les diffamateurs, qui, in fine, permet de mettre en relief votre foi ou pas. Il vous essaie, il vous éprouve pour prouver votre foi ou pas. Mais là où c'est intéressant, et là on en vient vraiment purement à la notion d'égrégore, c'est que Satan, soit on l'écrit avec un S majuscule, et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire le personnage, l'égrégore en soi, d'accord, le personnage iconique, personnifié, etc., etc. Donc ça, c'est un égrégore qui est alimenté par le genre humain, et il tenterait le genre humain, avec un concept évolutif, parce qu'il n'a pas toujours été en perception, le Satan comme ça depuis la nuit des temps. Avant, c'était des diables, et ensuite il a été concentré en une seule et même personne. Donc ça, c'est évolutif, hein, en perception, en égrégore également. Donc c'est un égrégore qui a un impact sur le genre humain, dans la mesure où Satan avec un S minuscule, c'est comme un adjectif, ça veut dire l'énergie potentielle maléfique, c'est-à-dire de segmentation dans l'humain, comme on a essayé de le voir à travers. Donc, en quelque sorte, le grand Satan, mais encore une fois, c'est pas avec petite barbe, et ça c'est très réducteur, en tant qu'égrégore, il est nourri, alimenté par chacun de nous, selon la place qu'on lui octroie. Et du même ordre, même Dieu, et c'est ce que j'ai tenté aussi d'expliquer dans Dimension intérieure, extérieure, universelle, sur Dieu. Oui, le concept de Dieu n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'en fait, on a plutôt tendance à voir, notamment dans le judaïsme, que le Dieu initial, qui a été inspiré des Babyloniens pendant la déportation pendant 50 ans sous Nabucodonosor, donc c'est le 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc ils ont emprunté, c'est là où est né le Talmud, etc., etc. Donc ce sont des textes largement emprunts, et même l'Ancien Testament emprunts des textes babyloniens, mésopotamiens, etc., etc. Et on peut considérer que ça inspirait, on en reviendra sur quand on verra les extraterrestres, mais aussi dans la partie des traditions, dans une autre vidéo, la 3e, sur la notion de Anu et les Anunnaki, par exemple, où Anu est au top du panthéon, mais en parallèle, il y a peut-être encore au-delà, en fait. Donc, un Dieu universel, eh bien, il arrive que plus tard, en fait, dans l'histoire. Même au sein du judaïsme, et après encore, qui a été revu et corrigé à différentes périodes de l'histoire. Alors, si vous voulez, si je devais résumer, actuellement, les deux gros piliers, les plus gros égrégores qui soient, ok, c'est, j'ai déjà dit, l'amour, la peur. L'amour, l'unité, ok, divinité, et la peur, la segmentation, la fragmentation, le mal, etc., etc. Donc, deux piliers qui sont à l'origine de l'existence, exister signifie se séparer, de la dualité et de la vie sur Terre, du choix, etc. Pour redevenir le fameux égrégore du choix des choisis, et que chacun est censé faire ce choix aujourd'hui, c'est l'heure du choix. Et si j'en avais un dernier, eh bien il y en a encore un, au top. Je ne vous dirai pas aujourd'hui de quoi il s'agit, je vous invite à méditer pendant ces 4 vidéos, et je vous dirai à la fin ce que je considère comme étant le plus gros égrégore de la vie en général. Voilà. Je vous invite à méditer sur tout ça. J'espère que ces différents éléments vous permettront de façonner le passe-partout de la clé des champs, des champs de conscience, du cœur, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome, et au Dôme, à bon entendeur. Salut!